Bonjour et bienvenue dans ce Flash Actu du CNCH. J'ai l'énorme plaisir d'avoir mon ami Nicolas Lelouch à Mandor. Bonjour Nicolas. Bonjour Walid. On va essayer de la faire vraiment interactive, discussion. Euh, finalement, les anticoagulants, les AOD, on nous avait expliqué au début que c'est éliminé par le rein. Il faut faire attention. Donc après, quand on a commencé à les prescrire, on a peut-être fait un peu trop attention. Peut-être que les gens ont peur. Et je voudrais savoir déjà, Nicolas, est-ce que dans ta pratique, tu vois que souvent les patients reçoivent des faibles dosages alors qu'ils devraient recevoir le dosage normal? Alors c'est vrai qu'effectivement au début de la prescription des AOD, on a vu pas mal de patients qui avaient des faibles doses. Et quand on prenait les RCP de chaque produit, on se disait bah mince, il rentre pas dans les cases pour avoir la faible dose. Donc le premier message qu'on a appris avec le temps et après quasiment plus de 10 ans d'utilisation de ces produits, c'est que ce qu'il faut faire, c'est utiliser la bonne dose avec le bon produit. Donc le bon conseil, c'est de retourner vers les modifications de prescription de dosage pour chacun des produits. Donc on peut le dire rapidement, pour le Rivaroxaban, c'est une clairance entre 30 et 49 millilitres par minute pour le 15 mg. Et maintenant, on peut même descendre jusqu'à 15 millilitres par minute avec le 15 mg. Pour la Pixaban, c'est des critères qu'il faut connaître. Donc, le poids inférieur à 60 kg, un âge supérieur à 80 ans et une créatininémie supérieure à 133 micromoles par litre. Et si on a deux de ces critères, eh bien, il faut baisser la dose à 2,5 fois 2 d'apixaban. Il y a aussi la clairance entre 15 et 29 millilitres par minute pour l'apixaban, où là aussi, il faut baisser la dose. Et puis, le dabigatran, qui est éliminé en grande majorité par le rein à 80%, là, c'est en dessous de 30 millilitres, on n'a pas le droit de le prescrire. Et au-dessus, on peut prescrire soit du 150, soit du 110 fois 2. Et après, on peut prescrire du 110 préférentiellement, surtout chez les personnes très âgées, avec des prescriptions concomitantes de médicaments qui ont des interactions. Donc ça, c'est vraiment les RCP du produit. Il faut effectivement les respecter. Mais malgré ça, on trouve des patients qui sont sous-dosés. Et toute la C'est quoi question le actuelle, pourcentage qu'on estime dans les registres? voilà, alors les taux de sous-dosage dans les registres étaient très élevés au début. On était de l'ordre de 30, 40, voire 50% dans certains registres. Et c'était surtout vrai pour la Pixaban. Et donc, c'est vrai que ce qu'on s'est posé après comme question, c'était quel était l'impact d'un sous-dosage et surtout quand il était inapproprié. C'est-à-dire que le patient, on voit, on calcule, on dit, tiens, il devrait avoir cette dose-là et on lui a mis une faible dose au lieu d'une dose normale. Quel est l'impact pour le patient? Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de registres qui ont essayé d'évaluer cet impact de la faible dose. Et globalement, ce que ces registres ont montré sur des dizaines de milliers de patients, c'est que le fait d'avoir un sous-dosage inapproprié, du coup, pouvait entraîner un surrisque d'AVC. C'est un petit peu la peur qu'on a avec ce sous-dosage. Et ces études ont montré que c'était surtout vrai avec l'apixaban, donc le 2,5 fois 2, mais moins avec le rivaroxaban, 15 mg par jour. Donc, c'est un petit peu les résultats des gros registres qui a été retrouvé. Ça, c'est le travail de Yao. Et en fait, moi, je dis toujours, euh, c'est pas étonnant. C'est que si vous donnez un demi-comprimé, une demi-dose au lieu d'une trois quarts de dose, c'est pas étonnant que vous augmentez votre risque d'AVC. Donc, autant utiliser de manière appropriée. Voilà, exactement. Donc, le message, c'est restons de manière appropriée. Et quand c'est inapproprié, attention à la faible dose, surtout avec la Pixaban. Alors après, l'utilisation des faibles doses inappropriées pose aussi des problèmes dans notre pratique quotidienne. Il y a un patient qui vient pour un choc électrique, on pense qu'il est bien anticoagulé, on se rend compte au dernier moment qu'il a la faible dose. Bah, patatras, il faut refaire une ETO si on veut le choquer, sinon décaler le choc. Enfin voilà, je pense que tous les gens qui font ça ont des problèmes d'organisation. Donc, ça va aussi au-delà du risque patient, c'est aussi pour l'organisation et voilà, le fait de bien traiter le patient, c'est vraiment très important. Si ton patient doit recevoir une faible dose, et il est sous la faible dose de manière appropriée dans le RCP, tu fais le choc électrique sans ETO dans ces cas-là ou tu te tentes d'aller vérifier quand même? Non, à partir du moment où ils ont vraiment la dose qui est adaptée, on fait pas le TO de manière systématique. En plus, bon, ça dépend des centres, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand c'est pas prévu de récupérer une ETO. Il faut aller chercher la sonde. Enfin, c'est vraiment des choses pratico-pratiques. Mais voilà, la perte de temps devient quelque chose de très important dans notre pratique. Je pense que c'est pareil pour toi et pour tous les rythmologues. Donc, je pense que c'est mieux pour tout le monde qu'il ait la bonne dose, voilà, pour nous. Alors, on n'est pas des néphrologues, mais pendant des années, dès qu'il y avait l'insuffisance rénale, on donnait les AVK parce qu'on ne relançait pas. Et puis finalement, on se rend compte que les AVK, ce n'est pas si anodin que ça pour le rein. C'est-à-dire, en gros, il y a un effet
c'est moins bien. Est-ce que tu peux nous confirmer si c'est moins bien de donner un AVK qu'un AOD en termes d'aggravation de la fonction rénale? Alors effectivement, ça aussi, c'est des études un peu plus récentes qui ont évalué l'effet, l'impact du traitement anticoagulant chez les patients qui avaient de la FA sur la fonction rénale en elle-même. Hein. Là, ce n'est pas un problème de dose, c'est un problème d'aggravation de la fonction rénale. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui a été montré, c'est que quand on prenait des AOD, alors évidemment, on prenait les antidisal, apixaban et rivaroxaban, eh bien, les patients qui étaient traités par ces deux produits avaient une insuffisance rénale qui progressait moins vite avec des taux de dialyse qui étaient plus bas, des taux d'insuffisance rénale aiguë, de décompensation rénale qui étaient aussi plus bas. Et en fait, du coup, les gens se sont un peu demandé, bah alors il y a un effet un peu néphroprotecteur des AOD, alors évidemment versus AVK. Et là, il y a plein de théories. Donc, il y a l'effet néphrotoxique direct des AVK qui ont un effet qui aggrave en fait les calcifications sur les micro-vaisseaux et qui entraîne une vasculopathie directe au niveau du rein. Mais il y a aussi, comme vous savez, le Préviscan hein, qui a été interdit il y a quelques années, qui a un effet direct avec un effet immunoallergique. Donc, ça peut donner une néphrite aiguë, mais aussi des néphrites chroniques par un mécanisme immunoallergique. Et donc, c'est vrai que tout ça fait que les AVK ont un effet plutôt toxique pour le rein. Et à l'inverse, on a des études pour montrer, je pense par exemple à l'étude sur l'impact cérébral des AOD, une protection d'organes, un effet de protection d'organes des AOD, qui serait plutôt lié cette fois-ci à un effet de la stabilité de l'anticoagulation par rapport aux AVK où on peut avoir des INR trop élevés, où on peut saigner, et trop bas, où on peut thromboser. Et on a cet effet de microcirculation au niveau notamment cérébral avec des IRM qui sont faites de manière régulière et on peut voir ce qu'on appelle des micro-bleeds, des micro-saignements cérébraux ou à l'inverse des micro-AVC qu'on peut voir chez les patients traités par AVK. Et les AOD ont montré un effet bénéfique sur cette vasculopathie microvasculaire au niveau du cerveau et on pense que le rein peut être aussi bénéficier de cet effet bénéfique de la stabilité de l'AOD et c'est aussi une des hypothèses qui est avancée pour pour démontrer l'effet néphroprotecteur des AOD. C'est vrai qu'au début, quand la clairance baissait en dessous de 30, on hésitait. Quand tu me montres ces données-là, je me dis, si je commence à baisser, bon, il ne faut peut-être pas aller à 15, mais voilà, si je commence à être 28, 25, je suis déjà sous AOD, par exemple, ben, je vais poursuivre mon AOD, je vais vérifier que j'ai le bon dosage et surveiller de manière très rapprochée ma clairance, m'adapter s'il y a la canicule et j'en sais rien. Alors, c'est vrai qu'au départ, on était très stressé. Donc, avec tous les produits en dessous de 30 millilitres, on a arrêté tout de suite. Même les premières guidelines avaient dit ça. Et avec le temps, on a appris à manier ces produits. Et maintenant, on tolère. Donc, chez des gens qui ont des fonctions rénales un peu limites, aux alentours de 30, bah, quand il y a un événement aigu, effectivement, des fois, on peut descendre en dessous. Et là, on n'arrête plus. Et on se dit, bon, bah, ça va remonter, ça va réévoluer. Alors, le problème se pose plus chez les gens qui ont une insuffisance rénale chronique, avec de base des fonctions rénales un petit peu plus basses. Et on commence à avoir des données chez l'insuffisant rénal modéré à moyen, voire très sévère. Il y a des études actuelles chez les dialysés, par exemple, pour savoir quel est l'intérêt d'utiliser ces AOD. Alors, il y a une étude à laquelle je pense, qui est l'étude Xareno, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure ensemble, qui a été présentée au dernier congrès de la CC en mars dernier. Et alors, cette étude, elle est intéressante. Alors, c'est un registre prospectif, c'est pas une étude randomisée, mais il y a 3 bras dans cette étude, avec un bras rivaroxaban, un bras AVK, varfarine, et un bras sans traitement. Et ils ont inclus des patients qui allaient jusqu'à 15 minutes par minute. Ça reprend un petit peu ton idée de voir jusqu'où on pouvait descendre. Et on a commencé à avoir quelques résultats, et les résultats sont plutôt encourageants. Ils confirment l'intérêt des AOD versus des AVK, mais on n'a pas évidemment encore la publication. On a eu les premiers résultats sur à peu près 500-600 patients, et on attend évidemment la publication pour avoir l'intérêt de ces médicaments sur des insuffisances rénales très sévères dans le sous-groupe de patients les plus graves. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en dehors de Xareno, il y a des études chez le dialysé, et c'est vrai que ces stratégies sont assez difficiles. C'est des patients à très haut risque hémorragique. Et il y a un bras dans le Xareno qui n'est pas de traitement parce qu'il y a des patients qui n'ont plus aucun traitement anticoagulant, même avec de l'AFA, même avec des CHASAS très élevés. Ils sont considérés à tellement haut risque hémorragique par les néphrologues qu'on ne leur met rien. Et on va voir chez ces patients, est-ce que ça a un impact sur le pronostic. Est-ce qu'il y a des études chez le dialysé? Il y a des études, hein, je crois, chez le dialysé, ouais, qui sont en cours. On va voir. Hein, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est intéressant. C'est vrai que ce serait assez rigolo de voir finalement l'élargissement finalement du panel de patients qui peuvent recevoir ces médicaments. Et on voit que de plus en plus, les patients qu'on voit tous les jours, c'est pas le patient simple, c'est le patient polypathologique
avec plusieurs pathologies, une maladie coronaire, un diabète, une insuffisance rénale. Et finalement, on arrive le plus souvent à les traiter. Moi, le bon exemple, c'est finalement, je vois les gériatres. Les gériatres se sont accaparés les AOD. Ils ont des patients âgés, insuffisants rénaux, et finalement, ils le gèrent bien. Voilà. Bon, dernier commentaire pour la route, Nicolas. Bah, écoutez, je crois que AOD et insuffisance rénale, les deux volets, c'est un, le respect des RCP pour la bonne dose au bon patient. C'est un petit peu ça qu'on dit à la fin de ces topos. Voilà, donc bien respecter les doses, même si des fois on est un peu angoissé, on a un peu peur de l'hémorragie. Et évidemment, c'est le cardiologue qui donne l'hémorragie et la nature qui donne l'AVC, donc on a plus peur de quelque chose qu'on cause nous. Mais encore une fois, ça a un impact potentiel pour le patient. Et puis deux, la néphroprotection des AOD, qui a été démontrée sur des gros registres de plus de 10 000 malades, et qui semble bénéfique pour la fonction rénale. Alors évidemment, ce n'est pas miraculeux, mais si on peut gagner quelques temps pour l'aggravation de la fonction rénale, c'est toujours ça de gagner chez nos patients qui sont comorbides. Voilà. Merci beaucoup, génial. Les messages sont passés. Merci, Nicolas. Merci à tous Merci d'avoir Walid. été présents dans ce Flash Actu format bref, hein. Et puis, je vous dis à tous, à bientôt pour un autre webinaire. Merci à tous. À Merci, au bientôt. revoir.